Le 7 septembre 2009, Jessica Callaher, 27 ans, s'arrête dans un supermarché de Cedar Park pour acheter de la nourriture pour son chien avant de rentrer chez elle. Il est très tard, mais à cette époque-là, les Walmart aux États-Unis sont ouverts 24 heures sur 24. Des images de vidéosurveillance enregistrent d'ailleurs la jeune femme à ce moment-là. Elle est seule, elle rentre dans le magasin et repart avec son gros paquet de croquettes. Personne ne peut imaginer ce qu'il va se passer ensuite. Quelques heures plus tard, son corps sera retrouvé dans sa voiture, marquant le début de l'une des affaires les plus déroutantes et les plus cruelles de l'histoire criminelle du Texas. Et vous l'avez compris, les caméras ont tout enregistré. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, je suis ravi de vous retrouver en plein cœur de l'été sur ma chaîne pour une toute nouvelle affaire. Et encore une fois, dans cette histoire tragique, vous allez voir que les caméras de vidéosurveillance ont été extrêmement utiles pour résoudre l'enquête. Et ce qui va se jouer sous nos yeux est perturbant, troublant, horrible, puisqu'on va assister aux dernières minutes de Jessica Callaher, cette jeune femme de 27 ans, qui, vous l'avez compris, a été retrouvée assassinée au petit matin, pas très loin de ce supermarché. Que s'est-il passé ? Comment se fait-il que cette jeune femme sans histoire soit retrouvée assassinée alors qu'elle venait de passer une journée très tranquille, une journée farniente avec notamment sa cousine et quelques amis ? Je vous propose de plonger dans le destin tragique de Jessica Callaher. Jessica, c'est cette jeune femme. Elle a 27 ans, elle vit à Cedar Park, une petite ville tranquille à une trentaine de kilomètres d'Austin, au Texas. C'est une jeune femme posée, discrète, elle a ce sourire doux qui la caractérise. Elle a étudié l'éducation, elle aime les enfants, et plus que ça, en fait, elle veut faire une différence dans leur vie. Elle veut vraiment participer activement à leur évolution. Très impliquée dans ses études, elle vient tout juste d'obtenir son diplôme en éducation à l'université Texas State et rêve donc d'enseigner aux enfants, ça vous l'avez compris. Ses proches la décrivent comme une personne discrète mais déterminée, très attachée à sa famille et à son chien, qu'elle a depuis environ maintenant 2 ans. Au moment des faits, en 2009, elle se prépare à entamer une carrière de maîtresse d'école élémentaire, un métier qui lui tient à cœur, et elle doit enseigner au CM1, CM2. Ses proches la décrivent comme gentille, attentionnée, toujours à l'écoute. Elle aime les choses simples. Elle aime passer du temps avec sa famille, elle aime regarder des films, elle aime promener son chien. Elle ne cherche pas les ennuis, c'est pas ce genre de fille. Elle évite les conflits. Elle fait partie de ces gens qu'on croise sans bruit, mais dont la gentillesse reste en mémoire. Jessica n'a pas une vie mouvementée. Elle ne sort pas beaucoup, elle ne boit pas d'alcool d'ailleurs, en tout cas très rarement. Et elle n'a pas d'ennemis connus. Elle vit seule dans un appartement modeste, son chien est son seul compagnon, fidèle. Nous arrivons donc à ce dimanche 6 septembre 2009. Ce jour-là, Jessica passe toute la journée avec sa cousine, Mélanie Lopez Kilpatrick, et des amis à elle. Au programme, piscine, barbecue, parce que ce jour-là, le temps est idéal. Une journée qui va d'ailleurs se prolonger puisqu'en soirée, le petit groupe décide de sortir dans un bar près d'Austin. Jessica boit peu. En plus de ça, elle travaille tôt le lendemain, donc ce soir-là, elle est raisonnable. Elle raccompagne ses amis dans sa voiture, elle sert de Sam. Sa cousine lui propose qu'elle dorme chez elle, mais Jessica refuse. Elle refuse parce qu'elle veut rentrer à la maison. Elle veut rentrer chez elle, il y a son chien qui l'attend. Et en plus de ça, c'est ce qu'elle glisse à sa cousine, elle doit passer acheter de la nourriture pour son chien en chemin. Mais elle n'arrivera jamais à son domicile.
puisque vers 9h, donc le lendemain, 2 employés d'une pizzeria située à 500 mètres du Walmart découvrent Jessica dans sa voiture, une Kia blanche. Elle est encore vivante mais en grande détresse. Les employés racontent l'avoir vue tenter péniblement de se sortir du siège arrière de la Kia, mais elle est tombée, nette, devant la voiture. Les secours et la police arrivent sur les lieux, mais c'est trop tard. En approchant de la Kia, ils remarquent une forte odeur, une odeur âcre. Jessica est morte. Elle est partiellement nue. Elle ne portait que son maillot de bain. Il manque la ceinture de sa robe qu'elle portait la veille. L'autopsie confirmera qu'elle est morte d'une insolation sévère, ce fameux coup de chaleur, mais qu'avant ça, elle a été étranglée très certainement quelques heures plus tôt, et que si elle n'avait pas subi de strangulation, ses fonctions vitales n'auraient pas été aussi gravement atteintes. La personne qui a fait ça, en fait, l'a laissée pour morte dans la voiture. Le docteur Dolinac, le médecin légiste, va plus loin dans ses explications. Il raconte que les marques observées, les petites hémorragies aux yeux et au niveau du visage, témoignent d'une strangulation manuelle. Les blessures relevées sur le cou et le menton de Jessica, une marque horizontale au niveau de la gorge, des griffures sous le menton, confirment l'usage d'une corde ou d'un cordon serré autour de son cou. Selon les spécialistes, ces traces correspondent à un lien de tissu, semblable au cordon de la robe que portait Jessica ce jour-là, ce qui suggère qu'elle a été étranglée avec cet accessoire. En revanche, on ne retrouve ni ADN, ni fibres incriminant un potentiel suspect dans la voiture ou sur la scène de crime. Qui a bien pu faire ça à Jessica ? Pour savoir ce qui a pu se passer, justement, et surtout retrouver l'auteur de ce crime odieux, les enquêteurs disposent de plusieurs éléments accablants. En premier lieu, les images de vidéosurveillance, qui vont être, vous allez le voir, déterminantes, il suffit de regarder. Par exemple, on comprend que Jessica arrive aux alentours d'1h44. On la voit arriver sur le parking du Walmart avec sa Kia blanche. Les caméras du magasin la montrent ensuite rentrer. Elle porte une robe blanche, elle a une casquette de baseball rouge et son sac à main sur l'épaule. Elle est dans un état tout à fait normal, elle est seule sur les images, elle se dirige vers le rayon pour chiens. Elle est déterminée puisqu'elle sait pertinemment ce qu'elle doit acheter, des croquettes pour son chien. Tout ça prend peu de temps et on la voit finalement se diriger et payer à la caisse. Ensuite, on la retrouve vers la sortie du magasin. Un employé la regarde partir. Jusque-là, rien d'anormal, elle a son gros sac de croquettes sur l'épaule. Mais à un moment donné, regardez, on aperçoit un homme surgir derrière elle. Un homme assez grand, en chemise marron, casquette de baseball sur la tête. Il est arrivé en fait juste avant Jessica sur le parking. Il a attendu dans les toilettes du magasin avant que Jessica ne ressorte. Qui est cet homme ? Est-ce que Jessica le connaît ? Il est 1h46 quand cet homme non identifié sort également du Walmart, suivant Jessica de quelques mètres. Il accélère le rythme de ses pas jusqu'à la Kia blanche de Jessica. Les images font froid dans le dos. Parce que même si malheureusement la Kia est garée juste derrière un gros arbre, on comprend que l'homme est monté dans la voiture, parce qu'on ne le voit à aucun moment revenir sur ses pas. Et on est sûr que Jessica ne connaît pas cet homme. Elle n'a jamais eu d'interaction amicale avec lui. À aucun moment, on ne la voit lui parler. À aucun moment, on ne la voit tourner la tête vers cet homme. Elle est décidée, elle sait qu'elle doit retourner à sa voiture.
Elle est venue seule. Elle doit repartir seule. À aucun moment, cet homme ne doit monter avec elle dans la voiture. Mais vers 1h53, quelques minutes plus tard, la même Kia est repérée en train de quitter la zone commerciale. Et c'est tout. On n'a plus aucun mouvement avant 2h50, donc 1 heure plus tard. On découvre une silhouette, regardez, du moins on aperçoit, revenant à pied sur le parking du Walmart. La silhouette monte dans une camionnette, un pick-up rouge, et s'en va en accélérant. Il ne fait aucun doute que la silhouette que l'on aperçoit, c'est cet homme. Cet homme qui revient chercher son camion, son pick-up. Autre élément déterminant. La carte bancaire de Jessica a été utilisée dans une station-service quelques heures plus tard. Et en visionnant les images de vidéosurveillance de la station-service, on découvre que ce n'est pas Jessica qui utilise la carte, mais toujours le même homme. Jessica n'a donc plus jamais quitté sa voiture. Comme cela se fait souvent aux États-Unis, les enquêteurs publient les images de vidéosurveillance du pick-up, demandant à quiconque reconnaîtrait cette voiture d'appeler la police, de se manifester. Et ils vont recevoir rapidement un appel déterminant, celui d'une femme prénommée Leslie, qui explique aux policiers que c'est son petit ami qui connaît très bien le propriétaire de ce pick-up. Elle raconte que d'ailleurs le propriétaire leur doit de l'argent et devait venir leur redonner cet argent la veille. Elle donne un nom. Il s'appelle Crispin James Armel. Il a 33 ans. C'est un habitant local déjà connu des services de police. Son pick-up a notamment déjà été arrêté 3 semaines plus tôt parce que sa plaque d'immatriculation n'était plus valide. Un moment d'ailleurs qui avait été capté, regardé, par la caméra corporelle d'un policier à l'époque. Enfin, c'était pas si loin que ça, c'était il y a 3 semaines. Lorsque les détectives se rendent chez les parents de cet homme, puisque c'est là qu'il vit, ils découvrent un pick-up modifié qui est peint en noir. En plus de ça, il manque quelques pièces, comme si on avait voulu vite effacer des traces. L'homme en question est interrogé. Il est interrogé sur sa présence cette nuit-là au Walmart et sur le fait qu'on le voit monter dans la Kia de Jessica. Il va fournir des explications invraisemblables et changeantes. Il confirme qu'il était bien présent au Walmart cette nuit-là, mais il donne une explication. Il affirme qu'il a rencontré Jessica sur un site internet, qu'ils ont discuté longuement sur Messenger notamment, se donnant rendez-vous sur le parking du Walmart entre 00h30 et 1h du matin. Il explique qu'ils sont ensuite allés dans sa voiture pour avoir des relations sexuelles plus loin, dans un parc. Mais les images disent tout autre chose, puisqu'à aucun moment, encore une fois, il y a une interaction entre les deux. Jessica ne semble pas être venue ici pour un rendez-vous amoureux. Clairement, elle était partie acheter des croquettes pour son chien, c'est tout. Et quand on lui demande pourquoi on le voit aussi sur les images de vidéosurveillance de la station essence, il a aussi une explication. Il raconte qu'ils sont ensuite revenus sur le parking du Walmart après être allés avec la Kia de Jessica s'isoler dans un parc. Une fois arrivé sur le parking, il lui a parlé de ses problèmes d'argent. Il lui a dit qu'il n'avait pas assez pour prendre de l'essence. Et d'ailleurs qu'il était à court d'essence, là, à ce moment-là. Elle lui aurait prêté sa carte bancaire, lui écrivant même son code sur la main. Il prétend même avoir parcouru le parking du supermarché vers midi pour la retrouver et la rembourser. Mais les vidéos du magasin et du parking ce midi-là démontrent clairement qu'il ne s'y est jamais rendu, contredisant totalement sa version. Quand il a appris qu'elle était morte, il a paniqué,
Il a jeté la carte bancaire et il a changé la couleur de sa voiture parce qu'il savait qu'il serait le témoin numéro un, le suspect numéro un. Cette version ne convainc pas du tout les enquêteurs. En plus de ça, plusieurs de ses amis témoignent. En racontant qu'il n'a pas respecté ses propres alibis, par exemple, il explique avoir dormi chez l'une de ses amies cette nuit-là. Mais celle-ci dément formellement. Il est face à des accusations très graves et tout ce qu'il raconte n'a aucun sens. Jessica ne serait jamais allée rencontrer un homme seul dans la nuit. C'est une certitude selon ses proches. Face à l'accumulation des incohérences, des images et des analyses médico-légales, la police procède à l'arrestation de Crispin James Armel. Il est inculpé pour meurtre aggravé. Les enquêteurs affirment qu'il a repéré sa proie. Et il l'a suivie dans sa voiture, il l'a forcée à la conduire dans ce parc avant de l'agresser. Ensuite, il a ramené sa voiture sur le parking de la pizzeria en la laissant pour morte. Et repartir avec son pick-up. Un procès va avoir lieu, mais ça va prendre beaucoup de temps, trop de temps. Le premier procès se tient en 2014. Il se solde par un verdict non rendu parce qu'en fait, la défense à ce moment-là n'avait pas reçu certaines preuves clés. Lors du nouveau procès, qui se tient en 2018, donc 4 ans plus tard, on est 9 ans après le meurtre, le procureur insiste particulièrement sur les images de vidéosurveillance du supermarché. Et sur l'enchaînement médical dramatique, ce sont ces mots. Voici ce qu'il dit aux personnes présentes. Vous avez vu le tueur suivre Jessica jusque sur le lieu du crime, sa Kia blanche. Les experts ont également expliqué qu'il faut environ 30 secondes pour que la strangulation provoque un effondrement complet et qu'en 6 secondes 8, Jessica avait déjà perdu connaissance. Après plusieurs jours de témoignages éprouvants, les jurés reconnaissent le caractère intentionnel du geste. L'accusation a présenté des preuves indiquant qu'il avait enlevé Jessica, qu'il l'avait agressée sexuellement, puis l'avait étranglée. Crispin James Armel est déclaré coupable de meurtre au premier degré aggravé. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il n'a fourni aucun mobile et a agi par pulsion. Ce crime sordide a marqué durablement la communauté locale. L'un des moments les plus poignants du procès a été le témoignage d'une policière, Robin Rodriguez, qui a été la première à arriver sur les lieux. Elle s'est effondrée au moment du procès. Elle s'est effondrée aussi en apprenant que la victime était en fait l'ancienne maîtresse de maternelle de son fils. La famille de Jessica, dévastée, a vu ce procès comme une étape vers la justice, même si les détails cruels de l'affaire resteront gravés à jamais dans leurs esprits. À travers l'enquête minutieuse et le procès, la vérité s'est peu à peu imposée. Jessica Callaher a été victime d'un crime abominable, prémédité au moins quelques minutes plus tôt, dont le coupable paie désormais avec sa liberté. Ce récit tragique nous rappelle qu'un simple trajet de nuit peut basculer en une horreur inimaginable. La condamnation de Crispin Armel a apporté une forme de réponse aux proches de Jessica, mais le souvenir de cette jeune enseignante prometteuse continue de hanter Cedar Park. Son histoire reste à ce jour toujours un avertissement solennel sur la fragilité de la vie et le courage des enquêteurs déterminés à élucider ce crime horrible.
Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci beaucoup, comme d'habitude, de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que votre été se passe bien. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez prévu cet été. Et j'ai aussi une petite question. Je serais curieux de savoir depuis quand vous suivez la chaîne. Est-ce que vous êtes tout nouveau abonné ? Est-ce que vous me suivez depuis le début ? Et dans ces cas-là, franchement, je vous remercie parce que c'est toujours assez bizarre de voir l'évolution et de savoir que certains sont là depuis le début de la chaîne, c'est-à-dire il y a plus de 3 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, ça passe tellement vite que je pense que j'ai oublié certaines semaines. Mais en tout cas, merci pour cette fidélité, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires toujours bienveillants pour la plupart. Et puis je vous embrasse, voilà, on se retrouve très bientôt, comme toutes les semaines. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.